It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a show. Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour de brocante sous le soleil parisien. Et oui, ça arrive parfois. Nous sommes aujourd'hui dans les allées, le dédale des Puces de Saint-Ouen. Avec ses 1700 marchands, il faut plus d'une visite pour en venir à bout. Et c'est tant mieux. C'est une véritable mine d'or pour les amateurs de brocante qui viennent ici chaque week-end flâner à la recherche d'objets anciens. Vous êtes prêts? C'est parti, sommaire. Jour de brocante vous emmène aujourd'hui suivre une journée d'expertise gratuite à Paris, aux côtés du jeune commissaire-priseur Cédric Mellado. Sculpture en bronze, grand cru du Bordelais, vase en émail, Cédric Mellado livre son avis d'expert sans hésiter à faire un peu d'humour. Avec ce vase kitsch qui vaut rien, voilà, c'est fini. Non, faut faire attention. Asseyez-vous, je vous en prie, non. Pour apprendre à chiner comme des pros, rendez-vous avec Alain Logier sur la Foire Fouille de Léman, une brocante immense qui rassemble des milliers de visiteurs et d'exposants. Et vous allez voir que pour trouver la perle rare, notre expert n'hésite pas à aller fouiller jusque dans la grange des habitants. Alors c'est une affiche, quand on la voit de face, on pense qu'elle est d'origine. Et on s'aperçoit derrière, il y a une date d'édition en 1985. Vous reconnaissez cette sirène ? Le commandant Dominique Pagès en a fait le symbole de sa collection. Ancien pompier, il a accumulé des centaines d'objets qui retracent l'histoire des soldats du feu. Casque d'officier, borne d'appel d'urgence et même un ancien klaxon. Il ne fonctionne qu'à moitié, il n'y a que le pain. Bienvenue à l'hôtel des Tailles. À 2 heures de Paris, Armel accueille ses hôtes dans cette grande bâtisse du XVIIIe siècle à l'ambiance chaleureuse. Ici, toute la décoration a été chinée, y compris l'électroménager. Il y a beaucoup qui sont surpris parce que c'est un placard. Alors je dis, mais pas du tout, c'est un réfrigérateur. Vous pouvez le toucher. Mais tout de suite, retrouvons Églantine aux Puces de Saint-Ouen. Elle y a trouvé un objet mystère des plus insolites. Saurez-vous deviner de quoi il s'agit ? Plus. Let's get loud. If you wanna live your life, live it all. You gotta do it. Hey, hey. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, no, no. Now you gotta do it. Et si je vous dis tic-tac, tic-tac, vous savez très bien à quoi je fais allusion. Et pourtant, c'est un petit bruit qu'on n'entend plus beaucoup, à moins que vous ayez gardé votre vieux réveil d'enfance. Pierre, lui, est spécialiste en horlogerie et il possède une collection de vieux réveils qui ont vu défiler le temps. Vous venez avec moi ? Bonjour Pierre, Bonjour Églantine. comment ça va? Merci. Alors vous êtes l'homme qui n'arrive jamais en retard nulle part. Ah, je dois. Vous avez là toute l'histoire du réveil, Pierre. Depuis le 19e siècle jusqu'à la fin du 20e. Ça a commencé le premier réveil quand? Alors on a les premières fonctions réveil sur des pendules, à l'époque déjà Ah, c'était Louis sur XVI. des pendules. C'était Louis XVI. sur des pendules. On a commencé à les faire plus petites vers la fin du 18e, tout début 19e. Oui. Et ça s'est développé avec les pendules d'officiers, toujours début 19e, milieu 19e. Ça, ce sont les... Ah, c'est très lourd. Ah, c'est très lourd. Oh là Ce là. sont des mécaniques superbes. C'était fabriqué en bronze. C'était Oh là là. l'empereur qui a voulu ces fameuses pendulettes. Pour que les officiers n'arrivent pas en retard pendant les batailles, il commandait des pendulettes à ses Incroyable. horlogers. Et sur les bons de commande était marqué pendulette pour officier. officier. Et le nom est resté. Le mot réveil, finalement, est apparu au moment où le réveil est devenu un objet
très Démocratisé, en fait. Voilà. Et puis on a commencé, voilà, à la période industrielle, à passer à des réveils en tôle. Et alors, on est à l'époque industrielle. Ça s'est popularisé parce que quoi? Il fallait réveiller les ouvriers eux-mêmes? C'est les ouvriers qui demandaient à être réveillés pour ne pas arriver en retard au vrai travail, bien sûr. Ah, je remarque quelque chose. J'en profite parce que j'ai eu ça quand j'étais petite. Le 4 en chiffre romain, mais avec... 4 barres, oui. Mais comment ça se fait? C'est une erreur totale. C'est une erreur qui a été reproduite entre les toutes premières horloges. On est alors là, à l'époque Louis XV, en gros. Il y a quelqu'un qui a fait cette erreur et qui a été reproduit après par tout le monde. Et après, tout le monde a adopté le 4 des pendules avec C'est fou, 4 ça. barres. Ah, effectivement, donc on retrouve la même erreur partout. La même erreur partout. Il y a eu des modes de réveil au fil du temps. Est-ce que je peux reconnaître les périodes? Oui, bien sûr. Une période qui se reconnaît très très bien, c'est toute la période Art déco. Oui, c'est ça, Art déco. Avec des réveils en bakélite, des réveils très populaires qui ont été tirés à des centaines de millions d'exemplaires Ça veut dire que je peux trouver ce type de réveil dans les brocantes? facilement. À un prix abordable, non? À un prix tout à fait abordable. C'est-à-dire un réveil on comme est- ça? Voilà, on est dans un petit réveil qui vaut 80 €. Oui, il est magnifique, C'est en pas tout des cas. choses... Et il faut qu'il fonctionne à ce prix-là? Oui, On a tous connu les réveils avec les cloches. oui. Est-ce Alors, que c'est lié à non, quelque ça a chose de été une particulier? reprise un petit peu de ces réveils anciens. C'était une manière de rappeler, dans les années 70, puisque celui-là date de ces années-là, les réveils du 19e siècle. Est-ce que vous savez lequel d'entre tous ces réveils est le plus bruyant? Le plus bruyant pour se réveiller, alors si j'en suis les marques, Bayard vendait des réveils qui s'appelaient Sonfort, qui s'appelaient tapageurs. C'était vraiment pour vous c'est dire, même je écrit vous là. réveille. Bayard, c'est un grand nom du réveil? C'était un des plus grands noms avec Jazz, DEP et SMI. Voilà, Et les SMI. grandes maisons françaises. Réveil tapageur Bayard. Fabrication 1920. Estimation 60 €. Conseil d'expert. Pour vous assurer que le réveil fonctionne, remontez-le avec la clé, puis secouez-le pour lancer le balancier. Je peux tester? Oui, oui, oui. Alors allez-y, c'est vous le spécialiste. Pour Est-ce vous le qu'on peut faire le faire sonner. sonner là, juste pour voir? Ok. Et là, on l'arrête comment? Il faut aller derrière. Voilà. On reste pas endormi avec ça. Ça, c'est sûr, on n'a pas le choix. Voilà. Mais il y a même des gens qui le mettaient dans un endroit spécifique pour que ça fasse encore plus de bruit. Racontez-moi On ça. mettait dans une coupelle en métal avec des clous dedans de manière à amplifier encore le son. Ça, c'est pour ceux qui c'est avaient son quai de son. beaucoup de mal à se C'est réveiller. ça. Vous avez aussi des réveils qui étaient faits spécifiquement pour les enfants. Les réveils animés qui ont démarré au tout début du siècle et qui ont surtout été très très populaires après-guerre. Ce que vous les appelez réveil animé, c'est donc dès qu'il y a une petite tête ou un objet qui bouge, c'est ça? Voilà. Alors, Luminaire. j'ai l'impression de voir quand même beaucoup de personnages de Disney. C'est vrai que Disney a été le premier personnage populaire de bande dessinée à être représenté dans les réveils. Et celui-ci, qui date de 1930, de chez Bayard, est en effet le premier réveil moderne animé. Combien il coûte celui-ci? 150 €, Qu'est-ce qui justifie ce prix? C'est très cher quand même. sa rareté. C'est très rare. Oui, oui. Les premiers prix d'un réveil comme ça en brocante, à votre avis? 30 €. Oh, c'est bien, on peut se faire plaisir. Merci beaucoup. Merci Églantine. Très bonne journée, Pierre. Merci. Au revoir. Regardez, comme chaque semaine, quand je fais les brocantes, je suis encore tombée sur un objet curieux. Voyez ce que c'est. C'est métallique, ça s'ouvre. Moi, je sais de quoi il s'agissait. Est-ce que vous allez réussir à trouver? C'est mon objet mystère du jour. Je vous donnerai la réponse en fin d'émission. On va déjà voir si les personnes qui font aussi les puces de Saint-Ouen aujourd'hui peuvent avoir une idée sur cet objet. Voici l'objet mystère du jour. Trouvé sur la brocante, il faut deviner ce que c'est. Si on trouve l'idée, on le gagne. Peut-être. Qu'est-ce que t'en ferais? À votre avis? Oui, une lanterne, une bougie. C'est pas une lanterne, non. Une cage à oiseaux. Pas du tout. Bonjour monsieur. Vous êtes magnifique ici dans les allées des puces de Saint-Ouen. Merci. Alors je vous arrête, vous étiez déjà à l'arrêt, je voudrais vous poser une question. Oui.
Il faut deviner ce que c'est que cet objet. C'est en fer. Oui, c'est un métal, vous voulez le toucher, allez-y. Non. Ah, c'est marrant. Personne n'y avait pensé encore, mais c'est pas ça, hein. Ça se pend, Oui, je suppose. exactement. Un boule parfum. Non. Je ne sais pas. Bon, moi, j'aurais mis du charbon, alors dedans, un truc pour réchauffer. Non plus. Un éclairage avec une petite bougie du type photophore. Non. C'est vrai que ce serait joli, hein. Oui, C'est un bon détournement possible. Je le vois bien chez moi, oui. Je donne ma langue au chat. Bon, alors je vous répondrai à la fin de l'émission, mais je vous remercie d'avoir essayé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Personne n'a encore trouvé la solution à mon objet mystère. Je reviendrai tout à l'heure tenter ma chance, mais pour l'instant, j'avais une autre question à vous poser. Savez-vous estimer la valeur de vos objets? Pas facile, à moins d'être un expert. Eh bien justement, sachez que dans toute la France, il existe des journées gratuites dans lesquelles des commissaires-priseurs viennent expertiser vos objets. Nous avons suivi pour vous l'une de ces journées. Paris 11e. À quelques encablures de la place de la Bastille, une maison de vente vient d'ouvrir ses portes. À sa tête, Cédric Mellado, commissaire-priseur. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il accueille les Parisiens pour une journée d'expertise gratuite. Place à cette jeune femme venue avec un petit vase hérité de sa grand-mère. Asseyez-vous, je vous en prie. Cédric n'hésite pas à détendre l'atmosphère. Avec ce vase kitsch qui vaut rien, voilà, c'est fini. Non, faut faire attention. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, non. À première vue, comme ça, on pourrait croire que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais il faut faire vraiment attention. En plus, c'est signé, voilà. Un trait d'humour devant une pièce dont il reconnaît l'artiste au premier coup d'œil. Camille Fauré, un des grands artistes, un des derniers grands émailleurs au XXe siècle, à Limoges. C'est une technique très très particulière. Et l'émail, c'est constitué de différents oxydes métalliques qui permettent de donner les couleurs. Il y a différentes couches. Là, on voit un petit peu, vous avez du doré, il y a du vert par-dessus. Donc il faut imaginer c'est peint, cuit, travaillé après, dégagé pour arriver à ce côté grumeleux, pour que les roses ressortent comme ça. C'est très technique. C'est dommage, il y a deux petits éclats ici, mais c'est une matière qui est un petit peu fragile quand même. Donc ce petit vase, malgré son état, écoutez, ça peut être estimé autour de 1000 €. 1000 à 1500 €. Oui, 1000 à 1500 € ce petit vase. C'est vraiment très collectionné. Jolie surprise pour ce petit vase qui trônait depuis des années sur un buffet. Puis ça peut plaire malgré son côté un petit peu kitsch comme ça à première vue. C'est vrai. C'est pas vous qui avez cassé ça, j'espère, en jouant avec, non? On a vraiment une cote qui continue à monter pour Fauré. Les pièces qui sont même un peu plus stylisées art déco, donc vraiment dans les années 20-30, explosent, font même 5 000, 6 000, 10 000 €. Là, on va rester plus prudent, 800 à 1 000 €, 1000 à 1200, et puis après, en vente aux enchères, on verra bien, parce qu'on a vraiment des amateurs pour ce genre de pièces. Non, c'est un vase qui est élégant, c'est un bel objet de vitrine. Je vous remercie. Merci, au revoir. Je vais quand même en discuter un peu avec mes parents, mais bon, je pense que je vais certainement le mettre en vente. C'est au tour de ce couple venu avec plusieurs dessins. Et alors, montrez-moi, quel trésor avez-vous? Parmi eux, cette estampe chinoise. On peut enlever le verre, donc on va le faire. Comme ça nous permettra de voir un peu mieux la qualité du travail. C'est sur une feuille de papier de soie, c'est très fin. C'est une œuvre originale, hein, c'est pas une gravure. On voit les couleurs qui ont traversé. Gouache et encre. Alors c'est une vue avec différentes divinités du panthéon asiatique. Le dieu principal au centre avec un cartouche des écritures en chinois. C'est un travail qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les couleurs débordent un petit peu sur les visages, donc on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement fin. On a la chance que ça soit quand même en plutôt bon état. On a quelques traces d'humidité ici, là également. C'est quelque chose de sympathique, mais qui vaut quelques centaines d'euros. Mais avant de partir, le couple a une dernière pièce à faire expertiser. Qui serait signé Clodion. Alors Clodion, grand sculpteur fin du 18e, début du 20e siècle, qui réalisait des terres cuites. On ne connaît quasiment aucun bronze de Clodion d'époque. Tout ce qu'on voit en bronze est vraiment plus tardif. C'est un des artistes qui a été le plus copié dans les arts décoratifs tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Ce qui est le cas ici pour votre lampe. C'est un petit peu bricolé, c'est quelque chose qui n'est pas très fin, c'est vraiment brut de fonderie.
Quand on travaille le bronze, voilà, il y a des moules qui sont faits, mais après, il y a un ciseleur qui revient pour refaire ressortir des détails, etc. Là, on est vraiment resté au minimum. Hein. Le visage n'est pas dégrossi, les mèches de cheveux, on ne va pas non plus travailler la ciselure. Idem pour les mains, les timbales aussi, on est vraiment dans ce qui se faisait à grande échelle dans les années 1900, 1910. Aujourd'hui, ce genre de petit objet, ça vaut une 50aine d'euros. Voilà. Là, on est dans des choses de série, on est déjà dans l'ère industrielle. J'ai jamais fait de bronze. Oh non. Claudion n'a pas connu l'électricité. Conseil d'expert, si vous avez un bronze signé Claudion et détourné en objet décoratif tel un bougeoir ou un luminaire, alors il s'agit certainement d'un faux. Lors de ces journées spéciales, il est possible de faire expertiser ces bouteilles de vin. Aujourd'hui, justement, ce jeune homme est venu avec un grand cru. C'est une caisse de Château Margaux 1976 que mon grand-père m'avait donné il y a de ça quelques années. Bon, c'est un peu dur de s'en séparer. En même temps, j'ai jamais vraiment eu le courage de les ouvrir. Il va enfin savoir ce qu'elles valent vraiment. Et je vous en prie, asseyez-vous. Alors, c'est 2 jolies bouteilles de vin d'un grand cru. Château Margaux, c'est un très bon vin Château Margaux. Premier grand cru classé en 1855. 76, c'est une bonne année. C'est pas les meilleures années chez Margaux, mais ça reste un cru intéressant. Si elle est une indication, la date ne suffit pas à donner la valeur d'un grand cru. Pour la connaître, Cédric s'intéresse à d'autres détails. Ce qui est important quand on regarde une bouteille de vin, c'est déjà voir si la capsule est en bon état, c'est le cas. Voir son niveau. Si on est à peu près ici, on est haut goulot, c'est très bien. Ici, c'est considéré comme haut épaule, mi-épaule, c'est le cas de votre bouteille, bas épaule, ça va encore. Dès qu'on descend cette partie-là, on arrive dans la classification vidange. Donc là, le vin a vraiment perdu beaucoup de sa qualité et je pense qu'il vaut mieux l'utiliser pour faire de la cuisine ou autre chose. Et donc là, vous avez une bouteille qui est mi-épaule et l'autre qui est haut épaule. Donc c'est encore très convenable. C'est vraiment un vin qui doit avoir encore toutes ses saveurs et la qualité digne d'un grand vin, d'un Château Margaux. Et pour ce grand vin, on serait pour les 2 bouteilles autour de 200 à 400 euros en estimation. Voilà. Mais ce n'est qu'un prix de départ, car ce genre de bouteille a ses amateurs prêts à renchérir. C'était le vin préféré d'Ernest Hemingway, et à tel point qu'il a fait appeler sa petite fille Margot, AUX, en hommage à ce vin-là. Voilà. Donc c'est fort sympa, merci beaucoup. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Je m'en remets à l'expertise et je vends. 2 bouteilles qui seront vendues aux côtés d'autres grands noms lors d'une prochaine vente. La journée de Cédric s'achève avec une expertise plutôt atypique. Je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai découvert les quelques 700 œuvres de mon grand-père qui était peintre dans les années 40 aux années 80. Donc aujourd'hui, je vous ramène quelques petits dessins. Un petit échantillonnage. Voilà. On va regarder ça et puis surtout, vous allez me dire le nom de votre grand-père et on va voir si c'est quelqu'un qui a fait carrière ou pas, s'il y a une postérité ou pas. Alors, Maurice Duhaut. Exactement. C'est ça. Je vais vous avouer quelque chose, je ne le connais pas. Là, on est dans les choses des années 70. Et il y a quelque chose d'intéressant dans son travail. Il y a une bonne gestion de la couleur, un côté abstraction qui est assez sympathique. Face à une œuvre comme celle-là, il est important de savoir si l'artiste est coté sur le marché de l'art. Malheureusement, c'est un anonyme. Oui. Il n'a absolument aucune cote. Cette image de l'artiste maudit, inconnu de son vivant et qui après explose comme Van Gogh, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est jamais. C'est moins le cas aujourd'hui, c'est sûr. On aimerait tous. Hein. La découverte d'un talent caché ne sera donc pas pour aujourd'hui. Qui parviendra à résoudre l'énigme de mon objet mystère? Pour l'instant, franchement, ça n'a pas été une réussite, mais on va encore tenter notre chance. Vous pouvez le toucher, l'ouvrir. Un petit luminaire? Non. C'est un brûle-parfum. Pas du tout. Ah bon? Est-ce que vous auriez une autre idée? C'est une lanterne de marine. Pas du tout. Ah, quelqu'un vous a soufflé? Monsieur, approchez-vous. Vous avez déjà vu ça et quelqu'un vous a dit que c'était une lanterne de marine? On en avait fait fabriquer il y a une vingtaine d'années en Inde.
Vous êtes sûr que c'était exactement les mêmes? Pas tout à fait, mais pareil. Eh ben, c'est pas le même Alors, c'est objet. pas ça. Alors, c'est quoi, Celui-là ça ne sert pas du tout à ça. Ça sert à quoi? Mais c'est la question. Ça doit être un outil de cuisine. Qu'est-ce qui vous fait penser à la cuisine? Parce que ça doit se tremper dans l'eau, que ça doit aller au fond de l'eau, ça doit chauffer. Ouh là là, ça cogite, hein. Oui. C'est beaucoup plus simple que ça en réalité. On mettait un aliment à l'intérieur, ça aidait à l'aérer et puis surtout à le déshydrater peut-être. C'est une bonne idée, mais c'est pas Mais ça. c'est pas ça. Monsieur persiste. Ah oui, pour la pêche. C'est pas pour la pêche. Bah, Je peux l'ouvrir? Bien sûr, allez-y. Ça n'est pas une lampe. Ça se suspendait. Garde-manger. Non. La souris. Heureusement, je le tenais bien. C'est lourd. Et ça peut être une petite cage à oiseaux. Non, c'est pas ça. Tant mieux pour l'oiseau, hein, quand même, c'est tout petit. Non, c'est trop petit pour l'oiseau. Bon, on vous dira tout à l'heure. Canari voyageur. D'accord. Merci en On tout est cas d'avoir On essayé. doit pas être tellement loin. Hein. Savoir repérer un objet rare au premier coup d'œil ou négocier au meilleur prix, c'est tout un art qui s'apprend. Eh bien aujourd'hui, nous suivons un professionnel de la brocante qui va nous livrer toutes ses astuces pour devenir, nous aussi, les rois de la Chine. Nous sommes dans l'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Aujourd'hui, Alain Logier se met au vert. Direction la brocante annuelle de Léman. Une ambiance festive, des milliers d'exposants et de visiteurs qui ont envahi le village et les champs alentours. Un rendez-vous à ne pas manquer pour Alain. Alors, ce qui est intéressant dans cette farfouille, c'est qu'il y a à la fois des particuliers et des professionnels. Ça fait qu'on peut trouver des petits objets pas très chers et on peut trouver aussi de la belle marchandise que proposent éventuellement les professionnels. Et c'est pour ça que je viens. Suivez-moi. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je peux regarder un petit peu? Oh oui. Daniel, 35 ans de brocante lémantaise derrière lui, essaie aujourd'hui de vendre un bout de son patrimoine familial, un pressoir à raisin. Il appartenait à qui ce pressoir? Ce pressoir appartenait à mes grands-parents. Je l'ai vu fonctionner, je l'ai même utilisé moi-même quand j'étais petit. Un objet typique du terroir de la région, resté dans son jus. Je vois à la machinerie, là, c'est 19e, début 20e en fait. C'est souvent aux attaches, aux écrous qu'on voit si c'est ancien ou pas en fait. Combien vous en voulez à peu près de ce vieux pressoir? Là, c'est de l'ordre de 1000 €. 1000 €, d'accord. C'est un objet qui est vraiment magnifique une fois qu'il serait sorti de son jus, nettoyé. Ça peut être intéressant comme élément de décoration. Seulement voilà, une telle machine pèse environ 3 tonnes, pas forcément très évident à transporter. Moi, je vais chercher ma mobilette avec la remorque là et je... Vous l'emmenez? Sans je l'amène. problème. Allez. Vous gonflez bien les pneus, c'est tout. Une affiche cachée dans le bric-à-brac a attiré l'œil du brocanteur. Petite astuce, il va la sortir de son cadre pour mieux l'examiner. Sur les affiches, ce qui est intéressant, c'est l'état. Parce qu'évidemment, c'est du papier, ça se dégrade au fil des ans. Si elle a pris le soleil, vous avez derrière le cadre toujours une différence de ton. Donc ça, c'est rédhibitoire. Surtout pas de trous de punaise. Voilà, une affiche qui a des trous de punaise, elle perd 50% de sa valeur. Et celle-là, voilà, elle a des gondoles, donc elle a pris aussi un petit peu l'humidité. Donc tous ces petits défauts font qu'une affiche ancienne perd de sa valeur en fait. Mais est-elle vraiment ancienne? Alors c'est une affiche, quand on la voit de face, on pense qu'elle est d'origine, donc 1936. Et on s'aperçoit derrière, il y a une date d'édition en 1985. Donc effectivement, elle n'est pas très ancienne, donc ça m'intéresse assez peu. Mais si elle avait été d'origine de 1936, elle était très intéressante. Elle aurait pu valoir dans les 200-250 €. Mais là, ça vaut 10 €, 10-20 €. Allez, merci à vous en tout cas. Allez, bonne farfouille. Et la journée d'Alain ne fait que commencer. Des plaques métalliques peintes et émaillées. Ça, ce sont des objets intéressants parce qu'ils sont toujours recherchés. Alors là, ça c'est les plaques Banania classiques. C'est la plaque métallique, toute neuve. Elle a été emboutie. L'emboutissage est un procédé qui consiste à presser la plaque pour lui donner un relief. Les plaques les plus prisées des collectionneurs datent des années 50. Qu'en est-il de celle-ci? Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pas très intéressant parce que c'est pas très ancien, c'est moderne. Celle-là est un peu plus ancienne. Alors ce qui est intéressant, c'est les plaques émaillées. Celle-là, elle est peinte. Donc les plaques peintes sont beaucoup moins intéressantes et moins recherchées parce que l'émaillé, c'est un travail plus fin, c'est plus brillant, ça résiste mieux au temps.
alors que la peinture se défait facilement, se dégrade beaucoup plus facilement et tient bien moins dans le temps. Dans cette immense brocante bucolique, on trouve de tout, vraiment de tout. Et même... Ah, voilà un objet que j'apprécie particulièrement. Les raquettes de tennis. Tout simplement parce qu'avant d'être brocanteur, j'étais collectionneur de raquettes de tennis. Et celle-là est intéressante, elle date des années 30 environ, et puis elle a son serre-cadre. Ça servait en fait à éviter que le bois travaille, donc ça permettait à la raquette de rester bien droite. Apparemment, il s'agit là d'une jolie trouvaille. Il lui faut maintenant l'examiner de plus près. Donc quand je chine une raquette de tennis, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment l'état. Les cordes, il y a encore un petit peu de tension, c'est bien. Que le boyau soit d'origine, ça c'est encore mieux. Celui-là, il a été rectifié puisqu'il est en 2 couleurs. Et que tout l'encadrement soit bon, qu'il ne soit pas mangé par les petites bestioles, que la marque soit visible. Là, on a même la marque du cadre, c'est très intéressant. Cette raquette est vraiment très jolie et ça doit valoir une quarantaine d'euros, 30-40 euros à peu près. À chaque époque, son champion et sa raquette. Alain est incollable sur le sujet. Donc Björn Borg, c'était plutôt sur celle-là, des années 70. Et ça, c'est Made in Belgium, c'est intéressant. Hein, maintenant, elles sont toutes fabriquées en Asie, celle-là est fabriquée en Belgique. Et celle-là est un tout petit peu plus ancienne, elle date des années 40-50, celle-là. Des raquettes en parfait état, mais cela suffit-il à leur donner de la valeur? Un lot comme ça, on est à 100 euros, quoi. 100, 150 euros, pas plus. Plus personne ne peut jouer avec ça parce qu'elles sont vraiment trop lourdes et elles ne sont pas assez anciennes pour être collectionnées. Alain résiste à la tentation du collectionneur et poursuit sa chine, jusqu'à tomber sur une balance un peu spéciale. Elle monte qu'à 10 grammes, donc c'est pour peser des petites quantités. C'est sûrement une balance d'héboristerie, surtout qu'il y a une petite préhension là, ce qui permet de prendre les herbes et de les mettre dans un sachet ensuite. La balance dite d'herboriste ou d'apothicaire, c'est la petite star des brocantes. Alors ce genre d'objet en général, c'est chiné souvent pour la décoration. Celle-là, je la trouve vraiment pas mal parce qu'elle a sa marque, elle a son étiquette d'origine, elle fonctionne. Les 2 vitres sont entières, non cassées. Les plateaux sont d'origine, ce qui est plutôt rare. Il y a un petit manque de peinture, mais c'est pas bien grave. Sous sa beauté naturelle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en bon état. Sur ce genre d'objet, je pense qu'on peut avoir un prix de 40-50 euros. Voilà, à ce prix-là, ça peut très bien partir. Moi, je peux très bien acheter sans souci, quoi. Le vendeur en demandant plus. Allez, merci à vous. Au revoir. Notre pro passe son tour. Vous êtes prêts? Je vais retenter ma chance avec l'objet mystère. Bonjour madame, regardez ce que j'ai trouvé sur la brocante. Est-ce que vous avez déjà vu un objet comme ça? Je ne parle pas français. Vous parlez français madame? Sorry. Bonjour monsieur. I speak in Italian. Ah, io posso parlare in italiano. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Sapete che cos'è? Parle anglais? Yes? Yes, okay. Do you know what is it? I have no idea. Regardez, look. Pour les parfums. Oui, pour les parfums, non. Mais does it hang somewhere? Si, ça s'accroche effectivement. Lumière? Light? To Non, light something up? c'est pas la lumière. Merci beaucoup. Okay. Alors, pas évident de trouver la solution à l'énigme de l'objet mystère, d'autant plus qu'ici, au Puce de Saint-Ouen, on vient du monde entier, donc il y a beaucoup d'étrangers et je ne vais pas pouvoir faire la traduction dans toutes les langues. On va s'intéresser maintenant à un objet qu'on possède tous et même en plusieurs exemplaires, les poignées de porte. C'est vrai qu'en général, on n'y prête pas beaucoup d'attention et pourtant, bien choisies, elles apportent un charme indéniable à nos intérieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chiner des poignées anciennes chez Jean-Pierre. Quel est le sésame de ton âme? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien. On Je vous m'avait attendais. dit- Oui, on m'avait dit si tu cherches des poignées, il faut aller chez Jean-Pierre. Il y en a combien là chez vous? C'est de la folie. Je ne peux pas vous dire le nombre. C'est vrai? Moi qui passe ma vie dans les brocantes, Jean-Pierre, il y en a une qui saute aux yeux tout de suite. Je vois ça partout. C'est ce type de poignée. Mais c'est aussi ce qu'on voyait partout dans pratiquement toutes les maisons. Elle a un nom? C'est l'olive. Ça se vend quel Après, prix à peu près? 20 euros, 20, 25 Oui. euros. Il y a Plus- différents styles de poignées. Voilà. Alors ça, c'est typiquement la poignée parisienne.
Parce qu'elle est richement Haussmann. décorée. D'un côté et de l'autre aussi, regardez. Ah oui, On voit les c'est deux aussi côtés. décoré derrière. Quelquefois, il y avait une plaque de propreté en miroir, Oui. ce qui fait qu'on voyait les deux côtés. Ah, pas bête. Ah ouais. C'est la poignée qu'on trouvait, c'est ce qu'on appelle la Dans les l'haussmannienne. très beaux appartements quand même. Mais alors, quand on chine comme ça des poignées, la question évidente, c'est est-ce que c'est standard? Ça va sur toutes les portes qu'on a aujourd'hui? Non, on les adapte. Ah! Voilà. Jusqu'aux années 50, les tiges des poignées avaient un format de 6 sur 6 mm. Désormais, le format standard est de 7 sur 7 mm. Quand on achète une poignée ancienne, il faut donc l'adapter en utilisant une gaine qui va transformer le 6 mm en 7 mm. Là, vous en avez une très belle. Montrez-moi. Ah voilà, C'est c'est ça. magnifique ça. Ça, c'est magnifique. Et alors, on m'a raconté Et alors, une histoire sur ces poignées. Oui, vous avez raison, il y a une histoire. On dit que on mettait les petits mots de rendez-vous à l'intérieur de cette poignée. Et voilà. Et vous n'en avez jamais trouvé? Des mots? Oui. Non, j'ai jamais trouvé Oh, un petit c'est dommage. Bon, j'aurais pu l'inventer, hein, j'aurais pu le mettre, hein, mais vraiment. Ah non. Mais on le dit. Ça aussi, on en trouve beaucoup. Ça, on en trouve beaucoup, c'est la béquille. Oups. C'est- Poignées en porcelaine. Et chez vous, des poignées comme ça, on les trouve à quel prix? C'est pareil, c'est comme les 20 € à peu Oui, près, 20 €. tout à fait abordable. C'est standard aussi pour les fenêtres, toutes ces poignées? Non. Pour une fenêtre, c'est rond. Parce que la sortie de Ah. la crémone, c'est un rond. Donc quand c'est carré, c'est pour les portes, et quand le trou est rond, c'est pour les fenêtres. C'est pour les fenêtres. Est-ce que vous avez un modèle favori? J'aime beaucoup, c'est ce qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Alors ça, c'est des très belles poignées, c'est les premières poignées. C'est en quoi? C'est bronze argenté. Et ça, c'est des poignées de carrosse. De carrosse. Oh là là, oui, ça effectivement, ça doit être très rare. Voilà. Alors, c'était fait vraiment tout à la main. Alors vous voyez ici, il y a une fleur de lys. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Très on beau. peut les utiliser aujourd'hui, vous croyez? Je peux les Si vous réadapter? avez un carrosse, oui. Non, justement, pas un carrosse. Une armoire, j'en sais rien. Ah, vous pouvez, tout à fait. Ça se réadapte. Mais un serrurier est capable de refaire cette partie en fer qui n'est pas juste adaptée à votre armoire ou même à votre maison. Voilà, mais en tout cas, les vieilles poignées, je peux les adapter sur un meuble, Tout sur à une fait. porte, sur une fenêtre, ce que je veux. Ça joue avec la serrure. Vous ne pouvez pas adapter des grosses poignées comme ça. Les poignées de château. Oui, ça, vous ne pouvez pas l'adapter sur une petite serrure parce que sans quoi elle entraîne. Le poids va entraîner Le poids va entraîner le peigne, ce qui fait que la porte va rester ouverte. D'accord, donc Voilà, effectivement, ça ne donc sert à rien. Ça sert à rien. En décor. Ben voilà, on va tous aller chiner de belles poignées de porte. C'est vrai que ça change quand même à l'intérieur. Hein. Et vous venez me les vendre. Ah ben non, Voilà, je voilà. les garde. Ah, vous les gardez. J'aimerais vous voir si jamais elles sont abîmées et que je ne sais pas les réparer. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Nous allons quitter un instant les puces de Saint-Ouen pour aller à la rencontre d'un collectionneur. Dominique est un ancien pompier professionnel qui a gardé une passion pour les objets de son métier. Il les collectionne depuis plus de 40 ans. Vous allez voir, c'est impressionnant. À tout à l'heure. Nous sommes du côté de Sommières, à la frontière du Gard et de l'Hérault. C'est dans cette maison, au milieu des pins, que vit le commandant Pagès. Après 37 ans de service chez les sapeurs-pompiers, Dominique n'a jamais raccroché. Aujourd'hui à la retraite, il poursuit sa passion en tant que collectionneur. Depuis près de 40 ans, Dominique chine tous les accessoires qui retracent l'histoire des soldats du feu. Résultat, une collection impressionnante qui couvre 4 siècles et des symboles comme ce fameux pimpon. Le pimpon, c'est deux notes de musique, c'est le sol et le la. Donc on avait équipé les véhicules d'un appareil manuel qui marchait avec l'air comprimé par le mouvement de la poignée qui était actionné par le passager du véhicule. Donc celui-là, c'est un appareil qui vient de brocante, qui est vieux, qui est des années 20 ou 30. Il ne fonctionne qu'à moitié, il n'y a que le ping. Le pont, il a disparu, il ne sonne plus. Un klaxon manuel, même sans son pont, peut atteindre les 100 €.
Pour Dominique, cette collection est avant tout une histoire d'homme. La sienne, évoquée par ses uniformes, mais surtout celle de ses prédécesseurs qu'il retrouve dans chaque objet. Il y a le plaisir de la découverte. Mais après, par la recherche, par la réflexion, c'est de s'imprégner de cet objet au point de ressentir le vécu des personnes qui l'ont possédé, qui l'ont porté et qui l'ont utilisé. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, ses prédécesseurs ont utilisé un extincteur pour le moins insolite, une seringue. Elle était placée dans les combles des édifices élevés, à côté d'un bac d'eau. Pour l'utiliser, on enlevait le couvercle, on sortait le piston, on remplissait d'eau. La manœuvre se faisait à 2 personnes. Le premier tenait fermement l'objet en essayant de viser. Et le deuxième poussait, la force donnant la distance. Plus il poussait fort, plus il allait loin. J'ai personnellement acquis celui-là auprès d'un marchand d'art populaire qui pensait que c'était un appareil à usage vétérinaire pour des gros animaux. Et pour appeler les pompiers, à la veille de la Première Guerre mondiale, on n'avait pas encore le 18. Cet objet en fonte est alors apparu dans les rues de la capitale. Il suffisait aux passants de briser la vitre pour être mis en relation avec la caserne la plus proche. Il parlait devant cette grille, donnait les informations nécessaires, indiquait le lieu et l'emplacement du sinistre et sa nature. Il recevait en retour un simple son qui accusait réception de son message et à partir de là, il attendait les secours. Ces avertisseurs publics étaient équipés d'une serrure. Seul un pompier en avait la clé, le téléphoniste, chargé de transmettre les ordres entre le lieu du sinistre et la caserne grâce à ce téléphone. Ça marque une époque, ça marque un lieu, et puis ça marque un mode de travail. C'est plus ça, les pompiers, c'est plus ça, quoi. Mais ça avait son charme, quoi. Les avertisseurs ont disparu dans les années 60 avec l'arrivée des cabines téléphoniques. Un modèle complet comme celui-ci est très rare et vaut dans les 1000 €. Mais l'objet collector de Dominique se cache dans cette boîte. Un casque dans sa boîte, c'est le Graal du collectionneur. Ici, un casque d'officier du 19e qui servait pour les cérémonies. C'est eux-mêmes qui se les achetaient. Et il y avait un genre d'émulation et de concurrence pour celui qui ferait le plus beau. Tout ça pour donner un meilleur aspect et une meilleure image de la fonction. La passion de Dominique n'est pas passée inaperçue dans le voisinage. Alors là, vous allez rentrer dans la remise des garde-pompes. Et régulièrement, les enfants du coin viennent lui rendre visite. C'est quoi ça? Pistolet à eau. C'est un pistolet, ça y ressemble, mais c'est pas à eau. Ah oui, un pistolet instincteur. Ah oui, Voilà, un pistolet instincteur. Alors, il se démonte. Ça, c'est la charge, il y a de la poudre dedans. Alors, si on vise bien, on va envoyer la poudre sur le feu et la poudre éteindra le feu. On pourra essayer? Non. Trop risqué de jouer avec la poudre. En revanche, Dominique leur donne carte blanche sur cette pompe à bras de la fin du 19e siècle. Alors, il faut remplir le seau. Et on joue le jeu jusqu'au bout. Les seaux, eux aussi, sont d'époque, confectionnés en toile de voile. Ah oui, il faut remplir parce qu'il commence à manquer d'eau, là. C'est à dos. C'est dur. Quand il y avait un feu, c'était pas un amusement. Il fallait pomper pendant 1 heure, des fois. Pour l'instant, personne n'a encore résolu l'énigme de mon objet mystère. C'est effectivement pas très évident, mais je vais continuer à poser la question. Bonjour monsieur, regardez, j'ai trouvé ça. C'est la question que j'allais vous poser. Ça s'ouvre, on mettait quelque chose dedans. Une bougie? Pas du tout. On le suspendait. C'est pour donner à manger aux oiseaux? Non. Non plus. Vous devez pas être facile quand même. Pour capturer quelque chose? Non. C'est une suspension, ça suspend? Ça se suspend, tout à fait. Ça se met dans une casserole, c'est un truc qu'on fait chauffer, on met ça à Non, l'intérieur. ça reste suspendu. Mais c'est pour cuire Il à y la avait de... vapeur. Non. Tourne-broche. Non. C'est quand même pas pour mettre des légumes pour un courbouillon dans une grosse marmite. Non. C'est pas non plus pour essorer la salade. Le contenu n'était pas alimentaire.
Contre l'humidité, contre Non. les odeurs, les mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre là-dedans Contre les rats, les... C'est bien, vous essayez. Non, c'est toujours pas ça. Alors, je vous donne un gros indice. Ça servait pour emballer. Vous pouvez trouver ça dans les commerces, ou chez les particuliers aussi. Ah ouais, d'accord, ok, bien. Pas d'idée? Les cuivres, on en a tous connus dans les cuisines de nos grands-parents. Depuis quelques années, ils reviennent, plus tendance que jamais. Et bien ici, il y a les spécialistes de père en fille. Ils sont installés depuis 25 ans dans les Puces de Saint-Ouen. Et c'est la fille, Camille, qui nous reçoit. Bonjour Camille. Bonjour Églantine. Comment ça va? Très bien. Oui, écoutez, franchement... Et regardez, c'est pas pour rien qu'on appelle le cuivre le métal rouge. Ça se voit quand même, cette belle couleur saumon. Vous avez toutes les casseroles, les sauteuses, les poêles à poisson, et ce qu'on va appeler des pièces de forme, la tourtière. Oh là là, mais c'est incroyable. Oui, c'est formidable. Alors la tourtière... Oh, c'est drôle. Le principe, c'est que vous avez la braise dessous, ouais, et la braise sur le chapeau, dessus, on sur dirait, le couvercle. On dirait les tagines, quoi, mais en cuivre. Ça ressemble un peu, c'est vrai, c'est un peu l'idée, oui. Alors, c'est quoi l'intérêt de réutiliser des casseroles en cuivre? Alors, c'est la répartition de la chaleur, c'est une homogénéité de la cuisson, et puis surtout, c'est le plaisir de travailler avec des beaux objets. Alors, je sais que le cuivre est apparu au 18e, mais en brocante, on va plutôt chiner du 19e et 20e. Est-ce qu'il y a un moyen de les différencier? Moi, pour reconnaître un ancien d'un récent, ce qu'il faut surtout, c'est regarder le manche et regarder les rivets. Mais c'est le travail du fer forgé sur les manches où on se rend compte c'est un cuivre ancien. Et alors après, vous avez ici une autre manière. Je vous ai caché un cuivre. Celui-ci, vous pouvez le regarder, il a un manche qui est, on va dire, plutôt bon. Oui, il y a la bien couleur du cuivre, les rivets. Mais quand vous prenez un aimant sur un vrai cuivre, l'aimant tombe. D'accord, puisqu'on est sur du cuivre. Quand vous prenez un faux cuivre, une contrefaçon, on pourrait appeler ça. Ah, voilà. ça Là, c'est une bonne astuce. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fabriqué récemment. Et voilà, c'est juste un métal qui a été coloré. Exactement, c'est un faux cuivre. Alors dites-moi, des cuivres, on peut s'en offrir à partir de quel prix? Une casserole comme ça standard que je vais trouver? Alors en brocante, il va falloir regarder plusieurs choses. D'abord, elle va pas être, celle-ci, elle a été polie chez un polisseur. Quand vous allez la trouver dans une brocante, elle va être noire, elle va être très sale. Il faut absolument pas qu'elle soit cabossée. Parce que quand elle est cabossée, ensuite, pour la rendre plate, c'est très difficile et vous allez peut-être la percer en plus. Et ensuite, il faut l'acheter pas cher. Il faut négocier. Et alors, chez vous, une casserole comme ça vaut combien? Ça vaut 60 €. Casserole en cuivre. Fabrication au 19e siècle. Estimation environ 60 €. Conseil d'expert. Avant de cuisiner avec une casserole en cuivre, assurez-vous qu'elle est étamée, c'est-à-dire recouverte d'étain d'apparence argentée à l'intérieur. Alors, il y a une chose qu'on disait beaucoup, qui fait que les gens hésitaient à acheter des cuivres, c'est que c'était très compliqué à entretenir. Très compliqué, ça c'est un peu une légende urbaine quand même. C'est vrai ? Parce que vous avez deux types de cuivres. Vous avez les cuivres qui sont juste un peu sales parce que vous les avez utilisés. Oui. Donc ils sont ternis et à ce moment-là, vous prenez un produit que vous achetez dans le commerce pour nettoyer les cuivres. Vous frottez un petit peu avec un chiffon doux et là, ça part très facilement. Ils redeviennent brillants. D'accord. Et ce que je trouve bien noir sur les brocantes? Ensuite, alors j'ai ça à vous montrer par exemple. Celui-ci qui quand même... voilà, ce genre de choses, on en trouve. Voilà, bassine à confiture, elle est quand même... Elle est plus aussi brillante. Hein. Non, elle est vraiment noire. Alors, est-ce que vous avez une solution magique Alors personnelle? là, la solution magique, c'est ces trois ingrédients-là. Vous avez vinaigre blanc, gros sel et un petit peu de farine. La farine, elle ne sert à rien en principe actif, c'est juste pour épaissir une pâte. D'accord, ça c'est bien, on a tous ça chez nous. Alors, c'est beaucoup de sel. Oui, parce que c'est le sel et le vinaigre qui vont travailler. Plus ça fait une pâte, plus ça va être facile à ce que ça bouge pas. Voilà. Là, vous avez une petite crème. Hop. Donc, on en étale partout. Voilà. Et j'attends simplement le rien soir. à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. D'huile de coude. Rien du tout. Formidable. Est-ce qu'on peut juste essayer de voir en enlevant un bout s'il se passe quelque chose? J'ai une petite éponge, un petit chiffon.
Ah mais c'est dingue. C'est instantané. Alors là, Génial. Regardez. Oh. Maman, tu sais tes vieilles bassines en cuivre que tu suspends, je vais les récupérer. bon, alors Là, imaginez voilà. si vous laissez ça pendant 3 heures, bon bah évidemment. Ah oui, oui, là pour la journée, c'est bon. Le soir, on Voilà. récupère des cuivres Donc, il y a impeccables. rien à faire. Camille, merci beaucoup. Vous nous avez réconciliés avec le cuivre. Je vous en prie. Bah, merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sur le taxi, il va pas partout. Il marche pas au soda. Son saxo jaune. C'est l'heure de faire un petit tour en 4L. On va revenir tout à l'heure au puce de Saint-Ouen pour que vous découvriez enfin à quoi pouvait bien servir mon objet mystère. Mais pour l'instant, je voudrais vous emmener admirer un hôtel particulier entièrement transformé en maison d'hôte. C'est à 2 heures de Paris, dans le Perche, et vous allez voir, tous les meubles et objets qui s'y trouvent ont été chinés par Armel et Pierre, les propriétaires. Alors n'hésitez pas et inspirez-vous de leurs idées déco. La nuit vers la maso. À 2 heures de Paris, dans le village de Mortagne-au-Perche, Armel a fait d'un ancien hôtel particulier une maison d'hôte pas comme les autres. Bienvenue à l'hôtel des Tailles. Alors ça s'appelle l'hôtel des Tailles parce que la taille c'était l'impôt de la terre et les gens venaient payer l'impôt ici dans cette maison. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1750 et c'est un banquier qui a construit cet hôtel particulier dont la façade est classée monument historique. Si l'hôtel des Tailles incarne un morceau d'histoire dans la région, l'intérieur de la maison n'est pas en reste. Les propriétaires l'ont entièrement meublé de meubles chinés. Moi j'ai toujours aimé chiner et la maison était grande, il y avait de la place. Il va falloir qu'on arrête un jour, mais bon, quand on a des passions... Dès l'entrée de la maison, le ton est donné. Ici, les objets sont agencés quelle que soit leur époque ou leur valeur. Chandelier chiné pour une dizaine d'euros, lanterne en fer forgé ou encore cet ancien meuble de métier. Ça, je pense que c'est un meuble de ferronnier, ou parce que là, ça, quand on dévisse, je pense qu'ils mettaient la barre en fer, ouais, il y a un truc pour poser là, et il devait travailler. C'est le monsieur qui l'a fait. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas une poignée pareille, il y a des bois différents. Ça reste un meuble de métier. C'est très pratique. En fait, l'atelier est dans l'entrée. Des objets achetés pour leur histoire, mais pas seulement. La matière y a aussi son importance. Dans le bureau, ivoire, boiserie ou cuir invite au toucher. Il a du vécu, il est un peu plus affaissé à certains endroits, le cuir est un peu passé. C'est ça qui est aussi intéressant parce que la banquette neuve comme ça, moi les Chesterfield par exemple qui sont neufs, je trouve ça très laid. Touché par les belles matières, Armel se laisse aussi envoûter par l'art africain, que l'on retrouve dans toute la maison. Ce qui est très beau dans ce buste, c'est la coiffe, quoi, parce qu'ils avaient des coiffes extraordinaires. Puis le bois, c'est de l'ébène. Puis même quand on voit la tête, quoi, je trouve que c'est une merveille ce buste. Et celui-là, on l'a chiné au puce de vent. Ici, la décoration fait voyager les hôtes à travers la brocante. Et Armel est toujours de bons conseils quand il s'agit de les guider. Donc je leur dis ils doivent aller, et puis il y a toujours des trucs à trouver sur les vides-greniers. Le but, c'est de trouver l'objet un peu atypique, on va dire un peu rare. Comme ce paravent du XVIIIe siècle qu'elle a mis en valeur dans son salon. Comme nous, on adore les vieilleries, donc ça, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une antiquité. Hein. D'ailleurs, il devait y avoir un très beau tissu. Et ça, c'est pareil, il ne faut surtout pas le restaurer, parce qu'il va perdre de son charme si on le restaure. Il faut garder l'authenticité des objets. C'est du vécu. Armel ne restaure aucune de ses trouvailles, car ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est y retrouver l'usure du temps. Ce sont des embrases. Là, il devait y avoir du velours, il n'y a plus de velours. La soie est partie, mais c'est très, 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 très patiné, ça. Mais je veux dire, même les couleurs sont passées, mais c'est ça qui est beau. J'ai dû les acheter 10 €, mais c'est un coup de peau. Hein.
Et c'est justement la recherche du coup de peau qui pousse Armelle à parcourir les vides-greniers. Alors ça, c'est un de mes objets préférés. Comme quoi, il m'attendait. J'ai trouvé sur un vide-grenier, à 5 h de l'après-midi, c'était un petit couple qui avait plein d'objets sans intérêt. Et là, l'ananas était là, posé au milieu. Et là, je me suis dit, c'est pas possible que personne ne l'ait vu, cet ananas. Donc j'ai acheté 3 francs 6 sous, 3 € je crois. Mais j'adore, je trouve magnifique. Devenu son objet fétiche, on en retrouve d'autres à l'entrée des chambres. Là encore, ces pièces sont le fruit d'une décoration personnalisée par les objets chinés. J'ai appelé la chambre provençale à cause du rotin. C'est le côté accumulation qui est sympa. J'adore les miroirs. Mais le fait de les mettre tous ensemble, je trouve ils prennent de l'importance, quoi. Parce que ces miroirs, je les ai achetés 3 €. C'est comme si c'était un cadeau à chaque fois. Mais ça, c'est le principe des collectionneurs, hein. Dans la cuisine, on trouve une collection d'un autre genre, avec les bouchons à tête de cervidés. J'aime bien les objets un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et notamment, ce réfrigérateur de boucher années 50. Oui, mais il y a beaucoup qui sont surpris quand ils viennent dans la cuisine. Ils pensent que c'est un placard. Alors je dis, mais pas du tout, c'est un réfrigérateur. Il fonctionne comme un vrai frigo. Là, il y a un casier pour les bouteilles, pour les légumes. Il y a de la place. C'est pour ça que c'est bien. Alors ça, c'est intemporel, quoi. C'est à vie, quoi. C'est du costaud. Du costaud, si bien qu'à l'heure de l'apéro, on ouvre toujours le vieux frigo. Ah ben oui. On s'est régalé, on a fait une super promenade. Un moment de convivialité où même les nappes sont matière à discussion. Ce que j'adore, c'est que tu gardes toujours tes tapisseries. Je trouve ça magnifique, moi, pour faire des tables. Bah attends, j'ai plus besoin de mettre de nappe. Parce Oui, qu'en enfin, plus, c'est du coton. Ah ouais. Mais ça va à la machine, ça. Ça, c'est pareil, ça, c'est chiné. Ah oui, ça, c'est chiné. Je crois que je l'ai acheté 80 €. En réalité, c'est ce que les gens ne veulent plus, que tu récupères. Bah voilà. Et qu'elle détourne pour créer une ambiance des plus chaleureuses. Bon, bah à nous, hein. Santé, les amis. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Évidemment, vous reconnaissez l'endroit où nous sommes arrivés, le pied de la butte Montmartre. Et je vous emmène tout de suite dans une des plus belles boutiques parisiennes, au nom évocateur Belle de Jour. C'est là que Marie-Christine sélectionne depuis plus de 25 ans ces magnifiques flacons de cristal et autres vaporisateurs dont les femmes de la Belle Époque raffolaient. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Églantine. Ça va bien? Mais oui, ça va très bien. C'est magnifique chez vous. C'est une ode à la féminité, hein. J'imagine que les femmes qui arrivent là, elles restent des heures. Absolument. C'est le monde des élégantes et des objets de toilette des femmes depuis la fin du 19e à nos jours. Les femmes de la Belle Époque avaient un nécessaire de toilette, c'est-à-dire c'est combien de pièces? Alors, ça pouvait aller jusqu'à 30 pièces. Donc, dans les flacons, il y avait 8 pièces. Le plus grand pour les eaux de toilette, les lotions. Celui-ci qui était réservé pour le parfum, puisque c'est le plus petit, il se servait de cette façon. Oui, on mettait le bouchon. J'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Ben oui, ben voilà. Votre grand-mère était une élégante. Donc, on va dire ça, elle sera contente. Alors donc, à chaque fois que j'en vois un tout petit, c'est vraiment spécifique au parfum. Et il y a beaucoup de pots comme ça, ils servaient à quoi alors exactement? ça, ce sont toutes les boîtes. Mais on mettait quoi dans des ces boîtes? crèmes, des bijoux. Je peux d'ailleurs vous montrer, si vous le permettez, sur le catalogue Baccarat 1916, où il n'y a pas moins de 40 parures différentes. Il y avait même des catalogues, vous voulez dire que c'était des collections, comme l'argenterie ou les verres? On avait des collections de nécessaires de là, toilette. Là, on est vraiment dans les garnitures de toilette. Et sur ce catalogue, on vous montre bien tous les flacons. Série Bambou Thor. Voilà. Et donc, c'est fait par Baccarat. Regardez, en continuant notre dessin. Alors, c'est pour les brosses à dents? Ça, c'est le porte-brosse à dents.
C'est très, très élégant. Ça vaut combien, ce type de pièce? 180, 200 €. C'est le prix de départ pour une pièce ancienne. Ah oui. C'est rare. Et ça se ne- conserve ça ne toute se la trouve vie. plus. Et ça, alors ça m'intrigue aussi. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Donnez-moi un indice, je vais essayer de trouver. Je vais vous aider. Ah, C'est le baguier. Le baguier. C'est génial, je sais Ah, jamais mais ça, mettre mes bagues. ah ben voilà. C'est un objet magnifique, décoratif et extrêmement usuel. Mais c'est ça, c'est dingue qu'on Qu'on le fasse devrait plus aujourd'hui, mais on avoir devrait. dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans sa je vais chambre m'en à coucher. chiner. Et le vaporisateur. Alors, c'est la pièce maîtresse de la parure. Le vaporisateur, c'est Ouais. la vedette. C'est beau. C'est... Il paraît qu'il y avait un art de se vaporiser. Je Bien suis sûr, dans le bon ou pas? Très bien, tout à fait. J'en ai un que j'aimerais bien vous montrer parce qu'il montrez-le-moi. s'appelle Églantier. Montrez-le-moi alors, le modèle églantier. Donc ça, c'est un modèle qui fait partie d'une des parures de Baccarat présentées au catalogue 1916. C'est un cristal qui est doublé. Gravé à doubler. Il est doublé de cette couleur cassis et le motif est épargné au bitume. On le trempe dans un bain d'acide pour laisser apparaître le motif après et qui sont retouchés à la gravure. Vaporisateur églantier de Baccarat, fabrication 1916, estimation 750 €. Conseil d'expert, pour retirer d'un vaporisateur les restes d'un ancien parfum, remplissez-le d'alcool à 90 degrés et videz-le en actionnant la poire afin de nettoyer également l'intérieur du conduit. Et Marie-Christine, c'est vrai que chez vous, tous les flacons sont en parfait état, mais quand je chine, des fois, il y a des choses ébréchées, un peu abîmées. Est-ce que ça vaut le coup quand même de les acheter? Est-ce qu'on peut les réparer ou pas? Alors, celui-ci a ce modèle art déco de forme cubique a quelques éclats sur la base et il a besoin de passer par notre atelier de cristallerie. Alors, on va regarder ce Voilà, que vous êtes, ça, ce c'est qu'on peut intéressant. faire réparer. Bien sûr. Effectivement, là, les éclats ne sont pas très gros. On ne peut réparer que ce qui est légèrement ébréché. Et la pompe d'un vaporisateur, Voilà. des fois, elles sont décousues, en fait. Vous pouvez faire quelque chose ou Plus pas? que ça, celui-ci, il va devenir comme ceci. C'est quelle époque, ça? Ça, c'est 1925, c'est les années folles. Oui. Entre deux guerres, des couleurs très Magnifique. chatoyantes. Et faire réparer la passementerie, ça coûte combien? Ça coûte 75 €. D'accord. Marie-Christine, j'ai vu quelque chose dans votre boutique. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer de quoi il s'agit? Parce que ça m'a impressionné. Je trouve cet objet absolument magnifique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un objet extrêmement convoité, qu'on aurait vendu des centaines de fois, mais que nous ne vendons pas. Ah, je me disais Évidemment, aussi. c'est une pièce de collection et c'est un distributeur de parfums. C'est-à-dire qu'on mettait une pièce de monnaie et on pouvait être Ça parfumé. sortait d'ici? Voilà, absolument. On se penchait et Les gens on étaient tout pouvait petits, être- non? Ils étaient tout petits à l'époque. Ouais. Non, je plaisante parce que ça date des années 50. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une cliente américaine qui avait vu ça dans sa jeunesse. Donc, Ah, c'est incroyable. amusant. C'est magnifique. Et vous avez trouvé ça où? En chinant, ça a vous été aussi? En chinant, bien sûr. Il faut chiner. Merci beaucoup, Marie-Christine. merci à vous. C'était un Merci. plaisir. Je resterai des heures, mais il faut que je poursuive. Merci, Églantine. Merci beaucoup. Très À bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Vous me suivez? Allez, on retourne au Puce de Saint-Ouen, résoudre enfin l'énigme de mon objet mystère. Vous êtes prêts pour le verdict? Parce que c'est maintenant, avec Christian. Ça va, Christian? Oui, rebonjour. Ah, j'ai eu un succès fou avec, hein. Ça m'étonne pas. Alors, on a pensé à plein de choses, hein. La plupart des personnes ont pensé à une suspension lumineuse. Tout de suite, Ouais. on me disait lampe ou une bougie à l'intérieur. Ouais, Certains ont pensé à un petit piaf. pauvre bête, ouais. Pauvre bête, oui. Et alors, il y en a qui m'ont dit un truc qui m'a surpris. Ils m'ont dit, ah, mais est-ce que ce serait pas pour réchauffer ou faire quelque chose à la vapeur? Au On bain-marie mettait aussi. au-dessus. Ah, au bain-marie, on m'a dit aussi le Ça bain-marie. fait aussi la cloche pour descendre au fond des mers. Ah non, ça Mais en personne plus l'a petit dit. modèle, quoi. Alors, on leur dit? On leur dit, d'accord. Allez-y. On va voir. Ah, Je vais chercher ce qui va avec. et oui, je vous disais qu'il y avait Parce quelque qu'on chose. en voit tout le temps, on en voit tout le temps de ça dans les Moi, je trouve magasins. ça génial. Alors on met ça là-dedans. On passe le petit fil là, à deux endroits. On le met là.
Et ça, Parce ça que évite- lorsqu'on va le tirer, bah, il dégouline pas. Non, mais regardez, Et formidable. ça servait aux gens qui faisaient des paquets au-dessus d'un comptoir, que ce soit chez le boucher, dans le magasin. Mais pourquoi est-ce qu'un objet aussi malin, plus personne ne oui, fait voilà, ça on tire le aujourd'hui? truc, on emballe son petit bazar, on coupe, c'est fini. Il est Et prêt voilà. à l'emploi. Tout simplement un dévidoir à ficelle. Voilà. Formidable. Il fallait y penser. Il suffisait d'y penser. Christian, ça vaut combien un objet comme ça? Bon, je demande 70 €. D'accord. Parce que c'est un objet qui est quand même marrant C'est et qui typique. peut servir. Et ça a été fait au début du siècle, ça. Eh bien, merci beaucoup, De Christian. rien. Je vous le rends. Il est à vous. Passez une bonne fin de Et journée. je vous fais une bise. Alors ça, j'ai Très bonne gagné, ça. journée. Voilà. Bonne journée à Bonne vous tous. journée. Merci au revoir. beaucoup. Et voilà, jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui. Regardez, les puces de Saint-Ouen sont en train de fermer. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pouvez me retrouver comme chaque week-end aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jour de brocante. Au revoir. How could anything be wrong? Good day from morning till night. Joli ça, non? It's a good day.